avec donc d'abord un live depuis San Francisco avec, je l'espère, 2 personnes, puisqu'on ne retrouve pas Amir Chevas de Slack, donc qui est le directeur des relations développeurs, qui devait faire le mot de bienvenue, mais on perd pas espoir de le retrouver à un moment donné de la soirée. Et donc on va attaquer dans le désordre, il était sur Slack, avec donc Anthony Bleton-Martin, qui est mon associé et donc qui est présent à San Francisco un tiers de son temps, qui va nous parler du coup du phénomène Slack vu depuis la Silicon Valley. On enchaînera après avec 2 retours d'expérience, donc le retour d'expérience de Samir Abi et celui d'Antoine Hébert. Et enfin, une dernière partie, on parlera donc de tout ce qui se passe avec les bots, notamment Robin Coulet qui nous présentera le monde du commerce conversationnel. On terminera par une démo. Voilà, et ben on va attaquer tout de suite donc avec Anthony en espérant que la technique soit avec nous. Là. Voilà déjà pour la vidéo. Il est là, il est beau. Et le son ne devrait pas tarder. Et il va également nous voir. C'est bon. Oh là là là, ça c'est ma faute. Ça y est. Oui, bonjour, vous m'entendez? Ouais. Vous m'entendez là? Ouais. D'accord, ok, super. C'est pas notre premier rang qui m'entend. Donc bonjour à tous, je suis ravi de vous voir tous à Lyon. Moi je suis de l'autre côté de la planète, à San Francisco. Ça fait un gros effet, mais c'est d'une efficacité quand même redoutable. Par contre ça doit bien marcher. On laisse un membre que je connais, parce que j'y suis souvent, et je le vois de l'autre côté. En fait, donc je vous parle depuis mon hôtel à Union Square. En fait, je suis en plein centre de San Francisco, c'est ici que j'habite. Et je vais essayer de vous partager un petit slideshow. Attendez que je le retrouve. Alors, il est là. Il est là. Que ça démarre correctement. Vous voyez l'écran? Yes. D'accord. Alors, il faut juste que j'arrive à naviguer dedans. Donc, la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que ça refuse, on a fait des tests. Allez. Voilà. Et là, est-ce que ça navigue est-ce que ça passe dans l'écran? Ok. Ah. Donc vous voyez la carte de San Francisco. En fait, je vous ai fait une petite carte. Je fais une carte de l'arrondissement en quelque sorte, puisqu'on a une zone ici qui ressemble en taille au premier arrondissement de Lyon ou de Paris. Et en fait, c'est ici que tout se passe. Alors moi, je suis à Union Square, donc, que vous voyez en haut, et Slack est à peu près 300 mètres de chez moi. Ils sont au cœur de l'écosystème de San Francisco, en fait, qui est en train de devenir le centre du monde digital. Si vous regardez bien la concentration d'entreprises qui se trouvent ici, c'est assez impressionnant. On a des Airbnb, des Uber, des Twitter, Public, Salesforce, LinkedIn. En fait, les noms qui comptent sont ici. Et véritablement, Slack s'est mis au cœur de cet écosystème physiquement pour finalement correspondre à ce qu'il essaie de faire dans le monde digital, c'est-à-dire d'être au cœur de l'écosystème digital. Les intégrations de Slack sont nombreuses, mais là, par exemple, sur la carte, on a un certain nombre d'entreprises qui sont elles-mêmes connectées à
à Slack en étant une intégration de Slack aussi. On est Twitter, les choses comme Dropbox ou ce genre d'applications sont connectées aussi. Alors, ce qui est intéressant quand même de voir ici, c'est qu'on est vraiment sur une zone qui est toute petite. Il y a quelques temps, on avait la Silicon Valley qui rassemblait l'ensemble des entreprises, mais petit à petit, il y a eu une concentration dans cette zone qui est vraiment petite. Pourquoi? Parce qu'ils essayent d'attirer les jeunes, ils essayent d'avoir des talents, ils essayent d'avoir des gens qui soient brillants, et les gens brillants habitent de plus en plus dans le centre-ville. Ils n'ont pas tellement envie d'aller à Palo Alto, à Mountain View. Ils préfèrent être en centre-ville. Ils sont là et la guerre pour avoir les meilleurs est chère. Alors juste un détail, je ne sais pas si vous vous situez, mais là on est vraiment dans l'ultra-centre. On voit le Golden Gate en haut, là, qui est un peu tordu, rassurez-vous, c'est juste un effet de Google Earth. Il n'est pas tordu dans la réalité, hein, je l'ai vérifié. Alors, pour vous rendre compte de la guerre qui se mène ici, pour avoir les talents, en fait, j'ai fait quelques photos de sièges sociaux qui rivalisent toutes de beauté architecturale. Ils font d'énormes efforts pour avoir des locaux sympas. Ils sont Airbnb. Bon, Airbnb, c'est un peu logique qu'ils soient dans des locaux qui sont chouettes. C'est quand même leur métier, mais enfin, quand même, ils le font. Les autres le font aussi. Là, on est chez Pinterest, pareil, c'est tous des locaux là, qui sont retapés de vieux locaux industriels parce qu'on est dans une zone un peu d'entrepôt et portuaire, donc il y a des choses à retaper. Ils ont profité des opportunités, donc Pinterest, voilà. LinkedIn, alors, ils ont investi des locaux flambant neufs. Ce qui est intéressant dans le cas de LinkedIn, c'est qu'à l'entrée, ils ont ouvert leur hall d'entrée. Et c'est une tendance qui est pas mal, je trouve, ici. C'est ce qu'ils appellent les POPOs. C'est les privately owned, et public open space. C'est-à-dire que ça appartient à des privés, mais ils l'ouvrent au grand public pour faire en sorte que les gens puissent travailler, manger, visiter des galeries d'art. Là, ils ont mis des tableaux, donc ça donne un côté assez sympa. Un autre événement aussi ici, c'est Salesforce qui est en train de construire une tour gigantesque. Ils sont en train de construire la tour la plus grande de San Francisco. C'est eux qui ont surclassé tout le monde. Et encore, ils ont été obligés de les calmer un peu parce qu'ils voulaient faire quelque chose qui dépassait les 350 mètres. Et en réalité, les San Franciscains qui sont assez attachés quand même à leur environnement considéraient que ça faisait trop d'ombre sur les quelques parcs qui restent encore. Donc, ils ont été obligés de revoir leurs ambitions à la baisse. Mais Salesforce, quand même. Bon, ils ont une tour qui est récente, mais ils avaient déjà des locaux qui étaient sympas. Ça, c'est le hall d'entrée de Salesforce. Avec un grand écran. Là, on ne voit pas bouger, mais il y a des animations qui sont en permanence affichées, qui sont splendides. Alors, Slack n'échappe pas à la règle. Alors, excusez-moi de la qualité de la photo. Je ne suis pas très fort avec mon appareil photo, mais là, c'est le hall d'entrée de Slack ils ont vraiment fait quelque chose de sympa. Alors, on voit le logo de Slack comme coupe d'accueil. On voit au fond un gong. Alors, ils ont une petite tradition chez Slack, c'est que à chaque fois qu'il sonne un coup de gong, tout le monde se rassemble pour boire un coup. C'est une occasion de sortir le nez de son écran et de parler vraiment aux gens. Et je trouve c'est pas mal. C'est quelque chose qu'on pourrait pas mal faire dans les entreprises aussi. Bien sûr, dans les locaux de Slack, il y a une cuisine et la possibilité de manger. C'est quasiment obligatoire maintenant. Mais en tout cas, c'est vrai qu'architecturalement, c'est sympa. C'est un grand plateau unique qui compte 400 personnes. Ils ont été obligés de doubler la surface parce qu'ils étaient, enfin, il y a peu longtemps, ils étaient seulement 200 personnes. Voilà, et donc, c'est des locaux où on peut travailler debout, on peut même travailler en marchant. Voilà, ils sont dans la tendance. Et ils se font la guerre des locaux. Un autre point qui est marquant à San Francisco, c'est le fait que tout le monde connaît Slack. Quand vous parlez à une personne au hasard dans la rue, il connaît Slack
statistiquement, vous avez toutes les chances qu'ils le connaissent, ce qui n'est pas le cas en France. Mais bon, c'est dire qu'on est au centre de Slack, hein, c'est le centre de son écosystème, donc quelque part c'est logique. Mais enfin bon, ils font quand même beaucoup d'efforts pour être connus. Antoine, je ne sais pas si tu arrives à passer la vidéo. Là, j'ai une copie d'écran de la vidéo qui passe en boucle sur les télés. On la voit vraiment très très souvent. Antoine, je t'entends plus. C'est normal que tu m'entendes pas, mais c'est bon. Passe la vidéo. Ça passe Ouais. Bon, c'est une petite pub qui est assez sympa, alors qui essaye d'illustrer le côté quand même innovant de notre affaire. Slack, là, dans cette histoire, ils essayent de trouver une solution pour que chacun ait un parapluie, et du coup, ils construisent un parapluie avec un drone, et ils le font de façon collaborative, ça va de soi. Slack étant évidemment la meilleure solution pour fabriquer ce genre de choses. Ils aiment bien montrer qu'ils ont une appétence particulière pour les entreprises ultra innovantes, ultra geek, ultra early adopters. Et ça, c'est quand même une de leurs signatures. D'ailleurs, c'est une des signatures qu'il faudra ça va être aussi un défi pour eux, je pense, parce que pour l'instant, ils sont quand même très adoptés dans cette catégorie d'entreprises. Il y a un défi pour eux qui sera d'arriver à aller plutôt sur le mass market et faire en sorte qu'ils soient adoptés dans un milieu un peu moins geek. Alors, je ne sais pas où on est de la vidéo. Elle est terminée. C'est terminé. Terminé, d'accord. Donc je peux continuer. Oui. Je disais, tout le monde connaît à San Francisco, c'est normal. Si on regarde les top 10 cities qui utilisent Slack, on voit quand même qu'il y a énormément d'Américains. Il y a 7 villes américaines sur les 10 qui sont en tête. San Francisco est largement en tête. On voit aussi qu'on est quand même dans un milieu assez anglo-saxon, puisque les 3 villes qui arrivent à sortir du lot sont anglophones, excepté Tokyo, qui a quand même un rôle absolument à part. C'est la seule ville non anglophone qui soit dans le top 10. Et on voit au passage que Paris ne fait pas partie de ces top 10, ce qui est quand même assez symptomatique. Même si il y a un an, elle en faisait partie, il y a eu une première adoption qui était plutôt positive à Paris, et puis on s'est fait dépasser. Ouais. J'imagine quand même, j'ai pas les stats, mais je pense qu'on ne doit pas être loin dans le classement. Ce qu'il y a de sûr, c'est que Slack est au cœur de l'écosystème. Slack est aussi au cœur de la guerre des bots. La guerre des bots, les bots, vous allez en parler tout à l'heure, c'est ce qui permet vraiment de lancer le commerce conversationnel. C'est une guerre qui a été déclenchée récemment. Slack a contribué à cette guerre. L'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, là où on avait avant des applications, on a désormais des bots qui sont beaucoup plus directs à utiliser, qui prennent moins de place sur un système d'exploitation. Le système d'exploitation, d'ailleurs, lui-même, n'est plus l'ancien système d'exploitation qu'on avait sur un iOS ou un PC. C'est la messagerie elle-même qui est la nouvelle plateforme d'exploitation et sur laquelle se branchent les bots qu'on voit ici, qui peuvent avoir toutes sortes d'utilités. Hein. Ça peut être du jeu, ça peut être de faire son shopping, acheter ses pizzas et faire ce genre de choses. Alors, sur Slack, les bots, toutes les applications qui sont installées ne sont pas des bots, mais enfin, on a quand même une tendance lourde vers cette logique qui est que on appelle son assistant personnel et c'est lui qui fait le job sans trop qu'on se pose de questions. Mel Clark fait partie de cette catégorie-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la guerre a été déclenchée. Alors, elle a été déclenchée par Slack. Microsoft aussi a pris le relais. Alors ça, c'est quand j'étais là au mois de mars. Ils ont annoncé qu'ils lançaient un kit de développement pour faire des bots à la conférence Build. Un kit de développement qui permet de faire des bots sur Slack, sur Microsoft, sur toutes les plateformes, sur WeChat.
de façon indifférenciée. Donc là, clairement, ça a été un événement qui était d'ailleurs pas forcément très bien perçu par Slack parce qu'ils n'avaient pas été tout à fait informés de ça. Mark Zuckerberg a aussi fait son annonce 15 jours plus tard qu'il y avait la possibilité de développer des bots sur sa plateforme Messenger. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on est sur une tendance qui est ici, c'est le mot que tout le monde prononce quand on parle de bots. Ça ouvre des portes parce que c'est ça qui excite tout le monde en ce moment. Les investisseurs sont fascinés par le mouvement. Et donc, du coup, c'est vrai que Slack se retrouve au cœur de tout ça. Mel Clark, on essaie modestement de contribuer à ça, mais il y a du coup un engouement en termes d'investissement. Alors, les chiffres parlent pour Slack. Il y a eu 540 millions de dollars investis dans la plateforme Slack depuis le début. Alors ça, c'est sans compter un fonds qu'ils ont lancé en parallèle de 80 millions de dollars pour investir dans les applications de leur écosystème. Donc dans les applications, ça inclut évidemment les bots. En tout cas, il y a une valorisation, autre chiffre parlant, c'est 4 milliards de dollars pour ce qui est de la valorisation de Slack, ce qui est quand même assez important si on le met en regard du chiffre d'affaires qui est pour l'instant seulement de quelques dizaines de millions de dollars. Donc, clairement, il y a un ratio qui est hyper favorable. C'est aussi une valorisation qui est énorme si on la met en regard du lancement officiel qui n'est finalement que de début 2014. Donc, on est vraiment sur un phénomène qui est très récent. Par contre, ce qu'ils ont réussi à faire, et c'est pour ça qu'il y a une valorisation qui est aussi importante, c'est qu'ils ont vraiment réussi à mobiliser assez rapidement des utilisateurs. On est à 2,7 millions. Vous me direz, c'est pas non plus, on ne compte pas ça en milliards, mais là où ils ont quand même réussi une prouesse, c'est qu'ils ont à peu près 30% de la population qui est payante. Et ça, c'est clair que pour un investisseur, ça parle. En tout cas, c'est clair que ça déclenche des ambitions. Moi, je parlais de la valorisation de 4 milliards. Il se dirait que Slack a refusé une offre de 7 milliards de la part de Microsoft, ce qui montre comme quoi la confiance qu'ils ont dans l'avenir. Voilà, j'en ai fini. J'espère que vous avez réussi à reprendre le contact avec Amir Shevat qui va vous expliquer comment justement participer à cette aventure, comment devenir intégrateur. Moi, je vous dis à bientôt. Je fais juste un slide de fin pour montrer que Lyon est présent ici. En fait, c'est pas tout à fait vrai parce que c'est pas une référence à la ville de Lyon, c'est une référence au général Lyon qui fait des prouesses. On est quand même toujours content de voir Lyon affiché ici, voilà, parce que le cœur reste là-bas. Voilà, j'en ai fini. Je sais pas si je vous récupère, si vous voulez poser des questions, il faut simplement que j'arrive à récupérer l'écran et arrêter de partager l'écran. Voilà, est-ce que vous me revoyez? Yes. S'il y a des questions. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à Anthony? Sinon, on a retrouvé donc Amir Shevat. Donc la présentation d'Amir sera en anglais, la seule en anglais, on vous rassure. Amir a un anglais relativement simple à comprendre. Voilà, il va nous dire un mot de bienvenue, sachant qu'il est en partance pour New York. Il a réussi à caler ça dans son emploi du temps de ministre. Une question peut-être à Anthony. Je vais me cacher m'enlever derrière la photo. Peut-être en attendant. Je crois qu'on a Amir qui est arrivé là. Ouais, Amir qui est arrivé, c'est parfait. Ah oui, on a Amir qui est arrivé. Hello. Hello Amir. Hello, how are you? Hi Amir. Okay. Amir, I'm going to show you the valley. Okay. Hey everybody. Hello. Awesome. This is great. Okay, I think you can go. Okay. Should I start? Yeah, you have the floor. Yeah. Yeah, you can go ahead. You can start, Amir. Okay. If I share my screen, can you see that? Yes, Yeah, of course. we have it projected on. I'll show you. No.
Okay, awesome. Perfect. So I'm gonna share my screen. Share screen. Entire screen. Share. Okay, can you see my screen? Yes. We see, Can you see the whole let's see. PowerPoint now. Can you see the presentation? Perfect. Yeah. Okay, so the way I want to do it, oops, sorry, yeah, that. Okay, got it. The way I'm going to do it is going to do a short presentation about the platform, and then I'm going to take Q&A. Is that fine? Yeah. That's great. Okay, awesome. So welcome everybody. Thank you for having me. I'm here in the New York office, actually visiting a few bot creators here out of the Foundry. Very excited to do a hangout from New York to Lyon. Last time I was there was my honeymoon about 10 years ago, so I love your city. Today we're gonna talk about the Slack platform and how to use it and what different interfaces we see, and then we'll take some questions. So a little bit about me. This is the way I see myself, at least mentally. I admit I have a little bit less hair than this guy, but I work in developer relations in Slack, and our job is to connect between Slack engineering and product team and developers and startups around the world. This is my Twitter handle if you want to connect. Add patience. So Slack is a messaging app with a mission to make people's life simpler, more pleasant, and more productive. As you can see, we have nice growth. If you want to guess why there are drops in the middle of the growth, it's where you only pay for what you use. So during vacation times around in Europe and in Asia, we see a drop of paying users because they actually, when you don't use Slack, even if you have a subscription, you don't pay for Slack. This is our mission, to make people's lives simpler, more pleasant, and more productive. And there's a lot of tools at your fingerprints that let you do that, right? There's tons of work, tons of app work that make your life simpler and more pleasant, but they don't really connect to each other. So our mission in the Slack platform is to provide an interface for all these apps to work together with you, and to turn Slack into a platform where you don't only discuss things with your friends, but also discuss things with the tools and services that you use for work. So now we're going to talk about the API features and what are the things that we expect and want people to do over Slack platform. So the first thing is notifications. Notifications is an easy way to pipe content into Slack. Notifications are super simple. They're a URL that we expose to you. And you can use that URL to send messages into a channel or to a DM to a specific user. Notifications are very simple. Think of them as, and every time you want to send an SMS notification or an email, this is where you would want to use Slack notification. What's good about Slack notification is that they're transparent and they're collaborative. That means that if there's a notification that the team needs to know about it, you send this notification to a specific channel, and you can actually have a conversation over that notification. At the technical level, for those of you who are technical, notification is just a webhook URL that you can hit and send notifications into Slack. No demo, sorry. The second thing is a slash command. A slash command is an easy way to use Slack as your command line. In this example, you can see that you can query Foursquare for business places, business lunches in Miami. And Foursquare returns a result which is highly formatted and engaging to the user. So if you want to use Slack as slash command for your service, this is a great way to do that. At the end of the day, a slash command is a technical, as an endpoint that we expose to you, so that you expose to us. So when the user hits the slash command, we'll go to your server
and will send the data to your server, and you'll reply, as you can see here in this example, you'll reply with the information that you want to send back to the user. And in this example, we collect the user ID, the username, and just reply, hello username. So the user will just say, hello world. The last type of interaction is a demo. Is a bot user. A bot user is an entity that lives inside Slack, a user like any other user, but instead of being powered by a human, like most users in your system, the bot is powered by your services, by your service. Bots are an easy way to create complex conversations. Or to facilitate complex business processes through conversation. I'll give you an example. In this example, you can actually see how the bot facilitates check-ins. And check-ins are complex, usually quite complex process where everyone in the team needs to say what they're doing today, what they're doing tomorrow, and what are they blocked on, or what help they need from other teammates. And why is this complex? Because in now day and age, you have teams that are distributed, you have teams that are not in the same time zone. So collecting all this information, it's not just like getting everyone in the room. So a Slack bot could actually go to each of the team members and collect that information and return that information back to the user. So a bot user is a great way to expose functionality when you need context and when you're facilitating a little bit more complex business processes. At the technical level, this is a little bit more complex because this is not just a URL that you send to us or a URL that we surface to you. We created together with Howdy an open source framework for creating bots. And in this example, you can see that you're waiting for hello, hi, or greeting in a form of a direct mention, a mention, or a direct message. And what you do is you reply with hello. So you guys actually see that we created like atom parts for creating a conversation. And there's not only here, there's ask, there's say, and other conversational Lego pieces, if you like. Okay, so we talked about the three models of communicating inside Slack. There's also the question that comes a lot around discoverability. So we've launched on the 15th of December, we launched an app directory. So you can go into the app directory and look at what's there, look at other bots and what are they doing, what other integrations. Look at what's missing, because what's missing creates a lot of opportunity for what is needed in the market. For example, we don't have a sales category here right now. And that means that there's a big need for startups that could create sales processes or facilitate sales processes over Slack. So think about what is there, but also think about what is missing and see what is the opportunity to create innovation over the platform. Up until now, we had 4,000 integrations that were installed 2.2 million times. This is actually numbers from 2-3 months ago, so I think numbers are much higher right now. But we're seeing a lot of integration. And think of it, every install is actually a team install. So it's not an individual install. If you install a slash command, every person in the team could actually use the slash command. So there's an order of magnitude more users than installs. So how to get started? This is the RTFM, Read Our Fantastic Manual. And there's a slack.com/apps and api.slack.com for everything that engineering needs. There's a good tutorial about custom integration and another good tutorial about creating Slack apps. We also launched a fund, $80 million fund, and we invest in early stage startups that are building other, enabling this ecosystem, so like creating sentiment analysis, bot frameworks and stuff like that, or companies that are building specific use cases over Slack, for like saying HR for Slack, or expense report systems for Slack. So these are two main areas that we want to invest in.
platform frameworks and specific use cases over chat integrations. And yeah, that was it. Let's go and stop the screen sharing so you can see my face. Hello. And I'll be happy to take any questions that you like. Okay, hi Emir, I'll help you with the questions. Can you hear me okay? I can hear you fine. Perfect. Est-ce qu'il y a des questions pour Amir Shevat au sujet de la plateforme Slack? Si vous n'êtes pas sûr de la poser en anglais, je peux la traduire pour vous. We can stand in silence for like 10 minutes if you're busy. That's better. Non, pas de questions. Ça vous a semblé très clair. Ah, there's one question coming. Okay. Est-ce qu'il y a des projets d'intégration, de report des fonctionnalités payantes vers le gratuit? Oh. So this question isn't about the platform, about Slack itself. Okay. So he's wondering whether some of the paying features that you have at the moment in premium plans, do you plan to make them free, or is your pricing plans pretty much definitive? If we make them free, then people won't pay us. And they won't pay us. I'm sorry, by the way, I apologize for I don't have French, I have very little French, which is not politically correct. But if I can answer in English, we think that we're providing a good offer for free teams, but our focus are on business cases. And most businesses pay us for the premium offer, and I don't see a big migration from of features from paid to free. We like that people pay us. That makes sense. Okay. D'autres questions peut-être? Non? Eh bien, très bien, on va passer. Thank you. Okay. Thank you very much, Emir. Thank you for your time. Of course, thank you guys, and thank you. I'll be happy. I might be in France on July. Okay. Nice. Early July, before the vacances. Okay, I'll come and visit. So Perfect. very happy, and thank you for using Slack. You're welcome. Okay, have a good day in New York. Bye bye, Emir. Bye. Très bien, et ben on va du coup rester à Lyon maintenant après les... On va dire au revoir à Anthony également qui était resté là. Et on va donc passer à la suite du programme. Salut, continuez bien. Bonne journée à vous. Enfin, bonne soirée, pardon. Ciao. Et la suite du programme, donc, si je la retrouve... Ah, j'avais oublié de vous mettre ma belle photo de San Francisco. Eh bien, ce sont les retours d'expérience d'utilisateurs de Slack. On en aura deux. Donc Samy suivi d'Antoine, et c'est Samy qui commence. Je te passe la zapette et je vais te le lancer, t'inquiète pas. Et c'est ici que ça se passe, loupé. C'est là. Et c'est parti. Je vais juste vérifier que ça fonctionne. Il me semble qu'on n'a pas besoin de micro. Non, si je parle un peu fort, ça suffira. Eh bien, très bien. Donc, je vais vous parler une dizaine de minutes en fait pour vous dire comment je suis arrivé à Slack et des écueils qu'on a pu rencontrer et surtout quels sont les outils que nous on a utilisés avant. Avant Slack, effectivement, qu'est-ce qu'on utilisait? Moi, principalement les mails, parce que l'agence où je travaille, une groupe de source, on est une dizaine de personnes et on a surtout pas mal de clients. Et ce qui arrivait régulièrement, c'est qu'on avait des traites d'emails, vous savez, où vous oubliez de rajouter quelqu'un, vous rajoutez quelqu'un au final, il a l'historique, vous avez quelque chose d'absolument interminable, imparsable, illisible. Et effectivement, c'est asynchrone, parce qu'en général, vous attendez que la personne ait répondu, vous n'avez souvent pas d'indication du fait qu'elle a pu le lire, et surtout c'est vite fouillé. On a expérimenté aussi Facebook, on avait un groupe Facebook qu'on a toujours, bon, qui existe toujours, mais bon, qui est plus consacré au LOL et aux vidéos de Game of Thrones et de chats. Mais effectivement, on mélange pro et perso parce que je pense que la plupart des gens n'ont qu'un seul compte Facebook et ça oblige en fait à
rajouter en ami ou avoir une visibilité sur votre profil perso par rapport à des collègues doubles. On a surtout utilisé énormément Skype, mais le gros problème de Skype, c'est que dès que vous voulez faire des groupes, c'est absolument infernal. Je prends l'exemple de... Ça, c'est ma fenêtre de groupe, j'ai volontairement nettoyé tous les contacts perso. Mais vous voyez, j'en ai... Bon, on oublie les quelques-uns qui sont un peu qui sont de l'ordre de la blague, mais au-delà de ça, ouais, je crois qu'il y en a même des gens qui sont cités ici. Mais voilà, au-delà de ça, c'est honnêtement vite le bordel, et surtout, l'énorme défaut de Skype, à mon sens, c'est qu'on n'a pas d'historique du tout. Donc si vous rajoutez quelqu'un en plein milieu, c'est compliqué. Et donc par exemple, si vous rajoutez un nouvel intervenant, un nouveau client, un nouveau prestataire, on n'a absolument pas de traces. Slack pour moi, donc ça c'est un extrait de ma fenêtre Slack de midi, vous voyez, donc j'ai fait, vu que j'ai fini ma présentation il y a à peu près 5 heures, donc c'est 7 comptes, vous voyez, donc ça avec Skype ça serait absolument impossible à gérer. J'ai 7 comptes, donc j'en ai 2 pour le boulot qui sont les 2 premiers, et vous en avez 5 pour les associations et autres, donc c'est les 5 suivants. Et ça augmente parce qu'on a encore dans la cuisine du web qui va peut-être se mettre un Slack, ça va faire un 8e. Et je crois que j'ai encore une autre assoce qui va s'y mettre, donc on va atteindre la dizaine de Slack en fait. Donc ça commence à devenir... ouais. Donc ça, s'il fallait gérer ça avec des mails, des forums, des Skype de l'IRC, ça deviendrait absolument infernal. Chez nous, comment ça se passe? On a 16 salons de discussion, en sachant qu'on est 9. Donc 11 qui concernent des clients, parce que l'idée c'est qu'en fait, au lieu d'avoir une discussion groupée avec plusieurs personnes ou d'avoir un thread d'email, en fait on consacre un channel à un client en particulier. 3 salons généraux, l'idée c'est que quand vous allez annoncer par exemple un nouvel élément dans l'entreprise, vous allez vouloir toucher tous les salariés, mais si vous voulez toucher par exemple que les développeurs, clairement si vous parlez à la commerciale du fait qu'il y a une nouvelle version de PHP ou que GitHub a sorti une nouvelle feature, elle s'en pas totalement. Un salon random qui est automatique en fait, normalement je prends dans Slack, et qui sert, enfin je vous laisse imaginer à quoi ça sert, un salon Game of Thrones, parce qu'on est quand même au reste des geeks. On a un Slackbot, bon pour l'instant il est malheureusement pas très utilisé pour des choses sérieuses. Je pense que s'il y a des gens qui me suivent, ils ont dû voir qu'on passe nos journées à programmer juste pour s'amuser. Et surtout, alors ça c'est très pratique et c'est surtout pourquoi on a basculé sur Slack, c'est l'interconnexion avec d'autres outils. Donc on en parlait juste avant en fait, du App Store en fait, qui permet de rajouter des connexions à ce que vous voulez à votre CRM. Nous on s'en sert surtout pour 2 outils. Je ne sais pas s'il y a une... Oui, un petit curseur. On s'en sert pour Jira. Jira, si vous ne connaissez pas, c'est un outil de ticketing qui existe en SaaS ou auto-hébergé. Et donc en fait, on peut interconnecter les deux, c'est-à-dire qu'on peut avoir un retour automatique un message disant, par exemple, qu'il y a une fermeture de ticket, une ouverture de ticket, s'il y a un commentaire. Vous pouvez même choisir le channel. Donc l'avantage, c'est que vous n'allez pas aller sur l'outil, vous n'allez pas recevoir un mail. Donc vous allez vous concentrer. L'idée, c'est toujours la même, c'est d'utiliser Slack comme hub principal de communication. Et nous, on utilise particulièrement GitLab, GitLab, c'est l'équivalent de GitHub, on va dire, mais en auto-hébergé. De la même manière, vous pouvez avoir des retours d'informations, mais ça pourrait, par exemple, si vous avez un pic sur Analytics, ça pourrait, voilà, vous pouvez en fait, vous pouvez paramétrer absolument ce que vous voulez. Ça, c'est pas fait en un jour, effectivement, parce que on a créé notre compte il y a, quand je dis 6 mois, je me suis trompé, parce qu'en fait, c'était même en octobre, donc c'était il y a un moment. Ça a eu énormément de mal à prendre. C'était un outil, vous voyez, c'était encore les développeurs qui avaient rajouté quelque chose. Parce qu'on a beau avoir une équipe de geeks, on a filles, garçons, un peu tous les profils, on a quand même du mal à faire passer certaines choses. Vous voyez, on a dit aux gens, ben, on va se mettre à Git et il va falloir lire des comics qui ont eu un peu de mal. Il faut effectivement un compte en plus, c'était le sens de ma question tout à l'heure, je vais en parler tout à l'heure, c'est le fait qu'il faut quand même rajouter un compte supplémentaire aux milliards de comptes que vous avez tous. Parce que nous, on a tous, vous avez des comptes sur GitHub, enfin sur n'importe quel outil. C'est en anglais, c'est un petit peu un problème, c'est un peu un frein, on n'a pas que des anglophones, des fluent English bureaux. Ça nécessite aussi de bien séparer les discussions, parce que si vous avez des channels, c'est pas fait pour rien. Mais surtout, à l'inverse, plutôt, c'est que c'est pas intrusif. Au contraire de Skype qui va popper toutes les 2 minutes dès que vous avez votre collègue qui a balancé une vidéo YouTube avec des chats drôles ou un lapin, vous avez une notification, alors que là, vous avez très peu de notifications, à part les notifications personnelles. On est accès de partout. C'est vrai avec Skype, mais la version web n'est pas idéale, donc l'avantage c'est que moi j'ai essayé depuis le mobile. Là encore, il y a 2 minutes, j'avais des notifs. Et on a accès à tout l'historique, parce que nous, clairement, c'est un très très gros problème de Skype, c'est que quand vous êtes rajouté une discussion qui a déjà commencé, vous n'avez pas de retour en fait. Vous n'avez pas l'historique complet. Alors on est limité, nous on est en version gratuite, donc on a la limite des 10 000 messages. Honnêtement, sur une équipe de 9, avant qu'on balance 10 000 messages DM, voilà, on a de la marge. Mais c'est clairement, à notre sens, c'est la feature qui a fait qu'on a pu basculer là-dessus.
Ça ne sert pas de base de connaissances, pour nous ça reste par contre de l'information chaude. C'est-à-dire qu'on s'en sert vraiment pour décider entre nous quelque chose. Par exemple, se dire par exemple, bah, tiens, envoie des retours sur une info, ou est-ce que vous pouvez vérifier quelque chose, j'ai un problème. Mais on fige l'information parce qu'on a un wiki interne, donc c'est un WordPress retouché, et on fige l'information une fois qu'elle a été décidée, voilà, et on la fige, ça devient l'information froide. On a aussi, on utilise une fonctionnalité qui est les comptes partagés avec les clients. Alors c'est bien, quand je dis un compte, c'est pas un channel, hein, c'est vraiment un toto-source.slack.com. On a volontairement séparé les deux. Et nous, ça nous permet de plus besoin de mettre toutes les équipes en copie, parce que l'éternel problème, alors je pense, notamment aux gens qui travaillent en agence, si vous avez un nouvel arrivant, il faut le rajouter dans toutes les discussions, il faut savoir à qui envoyer. Là, il vous suffit juste d'avoir les gens qui vous les rajouter au salon, c'est très rapide. On a tout l'historique, comme je le disais tout à l'heure. On simplifie la gestion des droits, c'est que vous pouvez faire des invitations sur n'importe quel channel. Vous n'avez pas besoin de vous demander est-ce que X, Y a le droit d'accéder à telle discussion ou tel sujet administratif. Et on ne se pollue pas entre les développeurs et les non-développeurs, parce que nous, on a le problème, on a la moitié de développeurs, on a 5 développeurs sur 9. Et clairement, nos discussions n'intéressent pas tout le monde. D'ailleurs, quand vous avez une dernière version de Blackfire pour PHP, ça ne va pas intéresser mes collègues. Mais Slack, c'est pas que du boulot. Parce que, comme je vous disais, moi j'en ai 7. Donc ça commence à être un peu compliqué. Donc il y a un peu tous les styles. Hein. Ça, c'est des associations, des afterwork apéro et WordPress FR. Donc il y a un des plus gros Slack. La mine paillasson, c'est une des associations dont je fais partie. Vous voyez qu'on a 44 salons et 100 membres. C'est-à-dire qu'on a on a beaucoup de salons mais peu de membres, mais parce qu'en fait ils ont des activités très splittées entre elles. Muséomix, c'est une association qui remixe des musées. Petit utilisateur, mais ça commence doucement. Les Bricodeurs, c'est encore une autre association qui fait de l'éducation numérique. On a effectivement peu de salons, mais on commence à beaucoup s'en servir et c'est notre outil principal de communication. Parce que clairement, c'est notre hub de discussion. C'est-à-dire qu'on n'utilise plus pas de mail, pas de Facebook, pas de SMS. C'est le seul outil quasiment qu'on utilise. Les afterwork des produits web, donc ça c'est un Slack qui est assez récent, mais qui commence à bien se mettre en place. 65 membres, c'est sur Lyon, c'est limité à Lyon, c'est que des gens, c'est les mêmes personnes que vous allez retrouver dans les cuisines web. Et un des plus gros qui est WordPress FR, 574 membres, il y a 55 channels. L'avantage c'est que vous pouvez avoir du multilingue, ce genre de choses. Qu'est-ce que ça nous apporte? Moi, au sein des assos dont je fais partie, ça nous apporte effectivement le fait qu'on communique beaucoup plus rapidement, ça évite d'envoyer un mail à 500 personnes. On interroge plus facilement une partie des membres, et c'est ce qui manque à Skype, c'est qu'on ne peut pas pinguer quelqu'un, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, tiens, Toto et truc, on ne peut pas les pinguer et highlighter la conversation. Il y a effectivement, ça nous rapporte historique, et ça remplace les mailing lists des forums. Je ne sais pas si les gens s'en servent encore des forums, mais clairement, pour retrouver l'information, ça devient compliqué. Ça permet de cadrer la discussion parce qu'on peut avoir une granularité de channel qui est très précise. Et ça, c'est un petit détail, mais avoir le multilingue. Ce que j'entends par le multilingue, c'est que nous, on a des mailing lists internationales. Donc l'idée, c'est que vous pouvez facilement avoir accès à toutes les langues. Finalement, si vous avez des communautés qui parlent dans des langues différentes, elles seront souvent sur des mailing lists différentes. L'avantage de Slack, c'est que vous pouvez tout réunir dans des channels différents, en fait, en les nommant, par exemple, EN quelque chose. La petite feature sympa, et ça c'est sur un des afterwork, enfin des Slack dont je fais partie, c'est les afterwork des produits web. Il y a un meetup bot, je crois que ça fait partie du App Store standard de Slack. Et c'est tout bête, mais chaque fois qu'on a un nouveau membre sur le meetup, sur le groupe meetup en fait, on a, vous voyez, automatiquement une intégration du profil. C'est tout bête, mais ça vous permet, de vous tenir au courant de la communauté. Honnêtement, meetup, j'y vais absolument jamais, à part dire, RVSP, je viens à tel endroit, mais j'y vais absolument jamais. Et moi, ça me permet, c'est toujours l'idée, c'est que ça devient un peu mon hub de communication. Les points d'amélioration, parce que Slack c'est bien, mais je ne suis pas non plus un fan inconditionnel, il y a quand même des choses qui ne vont pas. Si on voulait le rendre un peu parfait, qu'est-ce qu'on rajouterait? Et ça, à mon sens, c'est vraiment un frein pour certains utilisateurs. Moins ici, parce que la plupart, vous êtes, je pense, pas anglophone complètement, mais au moins, vous comprenez au moins un texte en anglais. Pour des collègues qui sont pour qui c'est vraiment un frein, ça pose vraiment des problèmes pour l'utilisation. L'interface n'est pas super compliquée de Slack, mais quand il faut leur dire, il faut aller dans un menu pour cliquer, pour inviter quelqu'un, ça limite encore un peu. Une limite des messages à 10 000, et je n'ai pas précisé pour la version gratuite,
c'était tout le sens de ma question tout à l'heure, c'est que actuellement Slack limite à 10 000 messages, DM y compris, par groupe, donc par toto.slack.com, c'est 10 000 messages. Au-delà de 10 000, vous n'avez pas accès à l'historique. Sauf si vous avez un bot qui a archivé tout le reste. Donc si vous êtes une équipe comme nous qui est bavarde, pas à ce point-là, mais voilà, les 10 000, on ne va pas les atteindre tout de suite, mais je pense qu'on va les atteindre dans l'année. Ça va commencer à poser problème. Une bascule plus facile sur le web, c'est parce que Slack est utilisable sur le web aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'accéder à un groupe Slack. Est-ce qu'il y a des gens qui n'utilisent pas du tout Slack ici en fait? Ok. Donc je vais vous dire ce que c'est que sur Slack, quand vous allez sur un groupe Slack sur le web, vous pouvez basculer sur les autres comptes Slack que vous avez, sur un autre toto.slack.com, mais voilà, vous switchez, vous n'avez pas les notifs de tout le monde en même temps, au contraire de l'application. Donc c'est pas super aisé de basculer entre tout. Et surtout, à mon avis, ce qui manque, mais qui existe en version payante, je crois, c'est ça, c'est l'authentification centralisée, parce que moi j'ai 7 Slack et j'ai 7 comptes différents. Heureusement, j'ai mis ma email sur 5 des trucs. J'ai mis mon mail pro sur 2 et sur les 2 pour le boulot et mon mail perso sur les 5 autres. Mais ça veut dire que il faut, quand vous créez un compte, il faut créer un compte avec le bon email. Il faut, dans l'idéal, mettre le même mot de passe, mais il n'y a pas d'unifié. C'est pas unifié du tout. Il n'y a pas de, en version gratuite, il n'y a pas de social login en fait. Dis-moi. En tant qu'utilisateur ou en tant que créateur de Là, je parle en tant qu'utilisateur. C'est-à-dire qu'en tant qu'utilisateur, moi, si par exemple mon Slack plante, mon application, si je veux me connecter aux 7, déjà, il faut que je me souvienne des 7. Et après, je peux envoyer un mail et ça me renvoie les 7, la liste de ceux auxquels je suis abonné. Par contre, il y a toujours le problème, effectivement, qu'il faut que je me reconnecte aux 7. Okay. Voilà. Séparément. C'est un peu le gros défaut, à mon sens. Une fois que c'est fait, c'est une fois dans l'année, mais pour ce petit détail. Mais ça existe, je crois qu'il existe des outils pour le faire de manière centralisée. Et je crois que j'ai quasiment fini, si je ne me suis pas trompé dans mes slides. Et voilà, qui suis-je? C'est pas d'origine, je vous rassure, c'est un montage. Donc, développeur chez O2Source, donc on fait principalement du PrestaShop, du WordPress. Vous me retrouvez sur Twitter, ça c'est mon mail. Et dans toutes les associations, de toute façon, cuisine du web, j'y suis au moins une fois dans la semaine. Merci à vous. Je ne sais pas s'il y en a qui... voilà, ça ne repart pas, c'est déjà une question. J'ai une question. Oui. Tu disais tout à l'heure que Attends, je me dépasse parce que je... tu devais ouvrir le Slack justement avec les clients pour avoir une communication plus rapide avec les équipes. Alors, c'est pas exactement ça. C'est plutôt que c'est le client qui nous a créé un Slack, mais c'est un Slack commun à eux et nous. C'est-à-dire qu'ils ont leur Slack, on a notre Slack, et on a créé un autre Slack entre les deux. Est-ce que c'est pas, dans l'absolu, est-ce que ça ne peut pas devenir problématique dans les échanges entre les clients et vous, dans le sens où le client est dans l'attente d'une réponse rapide, du coup, qui utilise cette plateforme-là pour avoir une réponse à une de ces problématiques assez rapide, est-ce que ça ne peut pas créer justement... Alors ça peut poser de soucis, parce qu'effectivement, si la personne te ping à 10h et qu'à 15h tu lui as pas répondu, oui, ça pose un souci. Est-ce que dans un deuxième... si on ouvre trop la plateforme, parce que nous, on s'était posé la question justement de passer sur un système de ce type-là, est-ce que dans l'urgence, où par exemple un chef de projet va être apostrophé par le client et dire bon, écoute, je te donne le Slack du développeur pour régler un problème, est-ce qu'après ça ne peut pas justement... Attention, c'est pas le Slack d'une personne, hein. C'est un Slack commun à plusieurs utilisateurs. C'est-à-dire que nous c'est volontaire en fait qu'on ait ouvert, qu'on ait un Slack séparé d'une autre. Par exemple, pour ce client-là, on lui a volontairement pas ouvert celui de la boîte en fait. D'accord, donc qui est-ce qui centralise tous les messages qui sont envoyés par ce client? Il y a une personne en interne chez vous qui centralise ou alors après En fait, l'idée c'est que pour nous le Slack c'est vraiment de la communication chaude en fait. C'est plus de la prise de décision rapide. C'est plus, tiens je te signale un bug, mais je te fais quand même un ticket à côté quoi. Voilà, c'est que juste que c'est comme si tu faisais un pop sur Skype pour dire attention, j'ai une page blanche sur le site, ou alors qu'est-ce que vous en pensez? Par exemple, si tu vois, c'est comme si tu l'appelais, qu'on faisait une conf rapide en 5 minutes, et qu'après on convertit ça nous avec un mail ou un ticket, un commit, quelque chose, mais voilà, l'idée c'est vraiment pour la communication rapide en fait. Moi je à titre un boulot, je le vois pas pour garder de l'information. Par exemple, les gens sur le Slack WordPress FR, ça pose un problème parce que il y a beaucoup d'utilisateurs, la limite de 10 000 messages elle a été atteinte, et c'est que les gens disent j'ai pas l'historique. D'un autre côté, c'est juste de l'info rapide en fait. Et nous on s'en sert vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'on prend juste des décisions entre nous, on alerte rapidement, on prévient le client de quelque chose,
et ça se limite à ça. Il y a pas, en fait, l'idée c'est qu'on n'a pas un outil centralisé pour remonter tous les messages de la personne. Parce que c'est pas le but en fait. Parce que si c'est une discussion, ça peut être de l'info non importante, ça peut être le client qui nous dit bah, pour info j'ai ça, enfin tu vois, c'est pas des tickets. S'il veut nous donner des informations précises ou nous signaler un problème, précis, documenté, on a un ticketing. On sépare vraiment les deux. Là c'est comme s'il t'envoyait un message Skype. C'est juste comme s'il te pose une question rapide, tu lui dis oui, non, et bah après si besoin il fait un ticket ou pas parce qu'il en a pas besoin. Ou il t'envoie un mail. Et tu vois, moi je sépare vraiment, par exemple souvent ce qu'on fait c'est qu'on discute un truc sur Slack. Une fois qu'on est tombé d'accord, je prends mon client mail, je fais un mail à tout le monde et je fige l'information. Je fige l'information, je dis comme convenu, voilà, 2 points à la ligne, voilà ce qu'on a décidé. C'est comme si tu faisais, tu sais, après un compte rendu mail d'une réunion téléphonique. C'est la même idée en fait pour moi. Moi je m'en sers vraiment finalement comme un outil de conférence. Après c'est pas la seule utilisation, il y a des gens qui s'en servent pour figer l'info, pour balancer du message, des posts, des trucs comme ça, des photos, les lister, mais c'est pas, voilà, nous, notre expérience, c'est pas du tout ça. C'est vraiment de l'information, c'est du temps réel. Et on s'en sert très peu dans le temps, en fait. Honnêtement, depuis que j'ai Slack, franchement, j'ai dû contrôler, j'ai dû le faire 1 fois et demie. Donc, non, nous, on s'en sert jamais pour ça. Mais tu peux centraliser. En fait, la problématique, c'était qu'il y ait des choses qui soient un peu squeezées par les équipes de gestion de projet où le client est amené à demander des modifications sur la plateforme, sur le site qui est développé, qui peut être amené à refacturation. C'est-à-dire s'il signale un problème via Slack et qu'on puisse le zapper parce qu'on a 300, bah nous on s'en sert pas pour ça. C'est-à-dire qu'à la limite il nous signale le truc, au pire il nous reping 2 fois. Mais voilà, mais après de toute façon on matérialise la demande et l'alerte par un autre outil obligatoirement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? De toute façon, ce que je vous propose, c'est qu'à la fin, on a le temps de discuter autour d'un verre. Donc, je me permets de dérouler. Voilà, exactement. Donc, si vous avez d'autres questions et vous voulez tout savoir après sur comment Samy utilise Slack, n'hésitez pas à l'attraper après au moment du verre. Et je passe la main à Antoine. Voilà. Je te passe la zapette ou si tu veux, il n'y a pas de slide, mais il y a juste 2 photos d'écran. Je partage déjà énormément de choses avec ce qu'a dit Samy. Donc je me présente, donc Antoine Hébert, directeur commercial marketing de Novus, et puis également membre de la core team de TEDx Lyon. On organise un événement en septembre, le 11 septembre, à l'auditorium. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler, du coup on a vu pas mal de choses, je vais juste vous parler de notre usage qu'on a chez Novus, en sachant, pour commencer, en sachant qu'on utilise depuis 5 ans un réseau social d'entreprise. Et effectivement, comme a dit Samy, moi je situerais, en fait, d'un côté on verrait Skype, au milieu Slack, et puis de l'autre côté le réseau social d'entreprise. Voilà, à mon avis, c'est un outil qui est un petit peu à l'intermédiaire entre les deux, et qui effectivement est pour travailler sur des sujets à chaud. Donc nous on utilise toujours notre réseau social d'entreprise, qui selon moi est plus structuré, c'est plus facile de faire des recherches, c'est plus figé dans le temps, plus facile d'archiver, mieux contrôlé, ce qu'il est aussi chez nous. Et Slack, ça nous permet effectivement de travailler à chaud. Il y a aussi une notion de motivation, je trouve que c'est un outil d'aide à la productivité, c'est-à-dire que ça crée une sorte d'énergie quand même dans l'entreprise quand on s'en sert, avec les défauts que ça peut avoir, hein, si on gère son travail au dernier mail arrivé à chaque fois, bon, ça va être pareil avec Slack, c'est-à-dire dès qu'il y aura un message, on va s'arrêter, donc les notifications, il faut savoir les gérer personnellement. Après, je trouve aussi qu'il y a une application mobile qui est très bien faite, ça on n'en a pas énormément parlé, mais le fait d'avoir aussi son Slack toujours dans sa poche sur soi, ça c'est super efficace, si on sait bien gérer les notifications. Il faut aussi bien évidemment gérer les périodes d'absence, sinon votre Slack il va sonner en plein milieu de la nuit. Ça par défaut, il est plutôt bien paramétré. Les points intéressants, j'ai trouvé, c'est que c'est très facile à démarrer. Il n'y a pas besoin d'être informaticien, moi je ne suis pas développeur, là, il y a pas mal de développeurs, mais ce n'est pas un outil fait pour les développeurs, bien qu'on ait vu des choses tout à l'heure plus développeurs, c'est fait pour tout un chacun. Et même si certaines choses semblent compliquées, on peut quand même y arriver, même si on ne comprend pas tout, on y arrive. Donc l'engagement dans l'outil est assez simple. Et puis on n'a pas de querelle de dire non, je ne veux pas être chez Google, je ne veux pas être chez Microsoft, je ne veux pas être chez Facebook. Ça aussi c'est un point intéressant, c'est qu'il est situé, comme on l'a vu tout à l'heure, un petit peu en terrain neutre. Donc c'est intégré dans l'écosystème. Donc pour vous montrer rapidement, j'ai juste pris une petite photo d'écran
vous voyez, moi, on en a 3, donc chez Novus, on en a 2. Celui-là, c'est le principal. On a 21 channels. On a, je crois, 31 personnes, ouais, c'est ça, qui sont connectées. Ça, donc en gros, on va retrouver, comme on a vu tout à l'heure, des channels qui sont plus liés à des projets, là, les 2 premiers. Donc effectivement, on crée un channel par client en général. Donc moi, j'affiche que ceux que j'ai envie de suivre. Ça aussi, c'est l'intérêt, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir tout ce que tout le monde a mis. On peut vraiment gérer ses abonnements et son suivi de manière simple. Alors nous, on a un channel aussi qui s'appelle Radio Commercial. Donc pour vous montrer d'autres fonctions autres que la gestion de projet ou le développement. Où en fait, dès qu'on a quelqu'un au téléphone qui nous demande un devis ou un renseignement, enfin qui peut devenir un jour un client, on le met dans Radio Commercial, ce qui fait que tout le monde est au courant qu'il y a un tel qui a appelé, qui aura peut-être un projet, sans que ça soit vraiment un projet ou un lead. Donc ça permet, au même titre que pour les chefs de projet, de suivre les différents projets. Là, on est un petit peu à l'écoute de ce que plutôt les commerciaux d'entreprise ou les gens en relation avec des prospects vont faire. Et donc tout le monde est au courant. Voilà. On l'utilise également par rapport au développement avec GitHub pour suivre les projets. Et puis là, on va mettre en place, on va sûrement mettre en place un bot justement par rapport à Radio Commercial, qui automatiquement, dès qu'on va recevoir des demandes de devis ou des demandes d'informations provenant du site web, va aller nous renseigner le Radio Commercial. Donc on n'aura plus qu'à rajouter les autres contacts manuels grâce à MailClerk que vous verrez tout à l'heure. Voilà, donc c'est assez rapidement sur Novus. L'autre exemple, c'est sur TEDx Lyon. Donc là, la différence, c'est que c'est des gens qui sont complètement dans des... Enfin, il n'y a pas une personne qui travaille au même endroit. Bon, chez Novus, on est 35, on est là 32 sur Lyon et 3 personnes sur Paris. Mais globalement, c'est des gens qui sont au même endroit. Là, c'est des gens qui sont complètement éparpillés, qui sont à leur activité, qui font un projet à côté, donc les side projects, un peu comme pour les associations tout à l'heure, mais où il faut quand même s'impliquer pas mal, puisqu'on se rencontre au sein de la core team, on se rencontre minimum, on passe une demi-journée tous les 15 jours. Donc ça fait depuis janvier qu'on a installé Slack, depuis janvier qu'on travaille, et l'idée c'est qu'il ne faut pas que quand on se rencontre tous les 15 jours, on soit plus là à se répéter les choses de la fois dernière. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce Slack. L'idée c'est de pouvoir travailler, chacun de son côté, mais que tout le monde soit au courant et échanger. Et en tout cas, ça a été un outil très efficace. Donc là, vous voyez, on a les animations pour... donc ça sera en septembre, qu'est-ce qu'on va faire comme animation, problématique des bénévoles, là on suit le budget, on suit toute la communication, là on est au courant de tous les congés de chacun pour pouvoir bien s'organiser. On a branché aussi avec Google Calendar, un Google Calendar commun, qui va nous poster un endroit spécial, toutes les actions de chacun qui met dans ce calendrier Google. Nos comptes rendus de réunion, tout ce qui concerne l'expérience participants, les inspirations. Donc là on a quelques inspirations. Les newsletters, tout ce qui traite aux partenaires, puisque c'est aussi un gros boulot, les photos, production vidéo, voilà. Toutes les un petit peu. Ça, c'est quelque chose qui s'est créé au fur et à mesure. Donc au début, on a discuté qu'est-ce qu'on aura comme outil. Je dis, on va utiliser Slack, que j'avais connu grâce donc, à Antoine Lefeuf, un gens qui organise cet événement aujourd'hui, entre autres, et puis d'autres gens qui l'utilisaient. Et ça s'est créé tout seul, mais vous voyez, au final, c'est quand même assez bien structuré. Pour autant, on n'a pas dû faire de formation, les gens sont débrouillés tout seuls. C'est pas tous des pros en informatique. Et bon, même si, par exemple, là, il n'y a pas de groupe privé parce qu'ils n'ont pas trouvé comme on faisait, c'est pas grave, on travaille quand même. Voilà, il y a des choses comme ça. Bon, il y en a que ça peut... Est-ce que tu es un administrateur, pas administrateur? Des fois, c'est pas facile à savoir. Alors, pour finir, parce que du coup, on a aussi d'autres choses à voir. Pour finir, moi, j'ai parlé pas mal des points forts. Pour les défauts, moi je trouve que la recherche est calamiteuse. On ne trouve jamais rien. On peut définir les channels qu'on veut exclure de la recherche, mais on ne peut pas décider, faire affiner, ou en tout cas je ne sais pas faire. Je n'ai pas la prétention d'être expert, on est juste utilisateur, mais je ne sais pas affiner par channel, par personne, enfin des filtres en fait. Ce qui fait que pour trouver des documents, parce qu'on s'en sert aussi pour le partage de documents, c'est une horreur. Même si on peut afficher tous les documents à un endroit, c'est pas génial, on ne peut pas chercher dans les documents, donc la recherche n'est pas terrible. Pareil, je trouve que les channels, au bout d'un moment, on peut en avoir pas mal. Donc, vous voyez, là, c'est le cas, qui sont des channels assez structurants. Mais à l'intérieur d'un channel, en fait, on ne peut pas avoir une vision par j'ai un sujet et toutes les réponses par rapport au sujet. C'est-à-dire tout est au même niveau à l'intérieur du sujet et ça s'implique. C'est pour ça que c'est plus de la messagerie. Ça reste de la messagerie, même s'il y a de la conservation. Donc, pour moi, c'est un des défauts de Slack. Mais c'est aussi peut-être sa force. C'est-à-dire aussi, s'il rajoutait toutes les fonctions du monde, à la fin, ça deviendrait... une usine à gaz. Donc voilà, c'est des défauts de ses qualités en même temps. Et en tout cas, pour terminer,
c'est quand même un outil qui évolue bien. Il a une version, ce qui est intéressant, donc il y a une version web, il y a la version mobile qui est très bien faite, disponible sur toutes les plateformes. Et puis vous avez aussi donc, les versions applications sur Mac, sur Windows et même sur Linux. Donc il y en a pas mal aussi qui utilisent sous Linux. Donc c'est vraiment n'importe qui peut l'installer et utiliser l'application ou pas, à sa manière, s'il va de temps en temps utiliser le web. Et c'est assez, en termes d'expérience utilisateur aussi, le vocabulaire utilisé, par exemple dans les paramètres, il y a une fonction avancée où c'est un truc rigolo, ça fait un petit truc rigolo. Je sais plus c'était quoi? Surprise me. Surprise me, donc ça fait une petite surprise. C'est quand on perd son mot de passe, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas la peine de retenir votre mot de passe, cliquez ici et vous vous reconnectez. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé à chaque fois de re-rentrer son mot de passe, donc ça a été quand même assez bien pensé pour pas se prendre la tête. Voilà, voilà pour terminer sur mon intervention. Puis à votre disposition si vous avez des questions complémentaires. Je sais pas s'il y a des questions tout de suite. Merci Antoine. Peut-être des questions tout de suite, ou sinon même chose, je vous propose peut-être d'en discuter après avec Antoine direct pour qu'on puisse passer donc à la présentation de Robin. Donc cette dernière partie du meet-up, on va regarder maintenant les bots. Donc Anthony nous en a parlé, Amir Shevat de Slack aussi nous en a parlé. Et là, Robin va nous parler plus particulièrement donc, des bots et de la relation client. Oui. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Robin Poulet, je suis le dirigeant de Conversationnel, une agence de contenus digitaux. Voilà, donc je vais plus parler de l'aspect des bots et de la communication conversationnelle. Tu veux mettre là? Ah oui, ça. Voilà, je vais plus parler des usages, des applications, on va dire, de l'aspect conversationnel et des bots, que de la technique, qui a un aspect sur lequel je pense que... D'ailleurs, si vous avez des questions, posez-les. À mon avis, ici, plein de gens pourront y répondre mieux que moi. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de se dire comment est-ce que la communication évolue par messaging text. Donc, ce qui se passe là depuis quelques temps, c'est que les messageries surpassent les réseaux sociaux. Donc, c'est assez lié, on va dire, à la prépondérance aussi de la messagerie dans les pays asiatiques. Mais là, on est arrivé au dernier trimestre 2015 à une augmentation du nombre d'utilisateurs en messagerie texte par rapport aux réseaux sociaux. Donc encore une fois, c'est beaucoup lié à l'Asie, puisqu'à l'Asie, il y a évidemment des problèmes de censure que vous connaissez, et aussi l'Asie, toutes les plateformes de messagerie texte dont on parlera sont aussi liées à des e-commerçants qui ont lancé ces systèmes, ce qui fait aussi d'ailleurs le fait que c'est leur succès. Alors, après, il y a aussi une chose, c'est que les usages mobiles, aujourd'hui, sont quand même, malgré tout, les applications mobiles sont très concentrées sur le messaging text. Donc, les applications téléchargées, il n'y en a pas tant que ça, il y en a plutôt zéro. 84% du temps passé par les utilisateurs est concentré sur 5 applications, je parle bien d'applications mobiles, et dont un cinquième, donc une de ces 5, est une application de messagerie. Et quant à elles, les applications de messagerie sont très utilisées 9 fois par jour, et elles engagent beaucoup plus que les autres. D'autre part, donc sur l'ensemble des utilisateurs du web, maintenant il y a plus d'utilisateurs sur mobile que d'utilisateurs sur desktop, qui est environ 3 millions. Donc ça explique aussi cela, qui fait que le messaging text, qui était aussi simple que le SMS, est devenu finalement une fonctionnalité très utilisée et qui a été un peu rénovée par la création de tout ce qu'on a vu, de tout ce qui a été dit, y compris avec Slack, mais qui est par la création de l'ensemble de ces messaging apps qui sont des applications de texte, si on fait simple, de vidéos, de photos, mais qui sont avec le même fonctionnement, qui est un fonctionnement de messaging. Alors du coup, d'un point de vue purement business, purement communication, il y a eu des petits malins qui se sont dit, tiens, on va monter un business sur simplement le SMS, et ce qu'on appelle les invisible apps, donc c'est le fait de ne pas utiliser une application, et d'utiliser une application native qui est simplement le SMS. Donc c'est plusieurs, c'est Claque des Doigts, c'est Jam, c'est Magic. La plupart d'entre elles sont des services de conciergerie. Donc le principe, c'est que vous avez un numéro de SMS, vous pouvez appeler une personne, par exemple avec Claque des Doigts, lui demander un maxi best-of Big Mac avec Coca, frites, et le livrer. Et on répond clac ou OK, je ne sais plus comment ça fonctionne avec eux, et ils viennent se livrer. Donc c'est assez magique pour le coup, c'est assez étonnant. Et on arrive à créer des business serviciels, vraiment uniquement basés là-dessus, sans créer une nouvelle application, parce que c'est plus nécessaire de créer une application, puisque finalement on a juste besoin d'être en relation avec quelqu'un. Donc il y a Claque des Doigts qui est français, qui arrive à Lyon, on ne sait pas quand, mais ils vont arriver. Et en tout cas ils existent déjà à Paris.
Il y a Jam, qui est un service aussi à base de SMS, qui est vraiment lié au fait de trouver un job étudiant. Donc on est vraiment dans cette idée de conciergerie, dans cette idée de service via du messaging text. Donc ça c'était le début, c'est-à-dire il y a quelques mois. Et Facebook a fait sa riposte, et Google il y a 3 jours, je ne sais pas si vous avez suivi, Google a lancé un service, je n'ai pas eu le temps de le mettre dans la trêve, qui s'appelle Allo, qui est un service de messagerie aussi. Donc ça c'est tout récent, ils sont en train de le lancer, pas encore ça va remplacer Hangout, je ne sais pas encore comment ça va être fait. Et tout le monde se rue là-dessus. Donc Facebook se rue également sur ce phénomène. Donc ils ont un service de messagerie qui s'appelle Messenger. Et quand Facebook a présenté au F8 dernièrement sa roadmap sur les 10 ans à venir, ils ont été assez clairs. Alors bon, ils vont jusqu'à là-bas, hein, ils vont jusqu'au drone, la connectivité, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée. Ils vont jusqu'à l'ensemble de l'écosystème, la technologie. Mais au centre de ça seront très présents WhatsApp qu'ils ont racheté et Messenger. Ça fait partie de nouveaux produits comme Instagram qu'ils ont aussi racheté, c'est des produits. Et évidemment la vidéo qui fait partie de produits qu'ils veulent développer. Facebook, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont créé Messenger, ils l'ont séparé de Facebook. Donc vous pouvez avoir accès à Facebook et à Messenger ensemble ou pas ensemble. Si vous n'êtes pas sur Facebook, vous pouvez même avoir accès à Messenger. Donc ils créent un service à part. Ça, c'est la première chose, c'est qu'ils l'ont fait. Ensuite, bon, il y a des tas de fonctionnalités de type sticker, de type GIF, et aux États-Unis, on peut envoyer de l'argent via Facebook. Donc il y a plein de fonctionnalités qui se mettent en place, comme les WhatsApp, comme les autres services. Ils sont en train de lancer un service d'assistance personnelle. Donc c'est une intelligence artificielle qui s'appelle M, qui fait que vous pourrez vous connecter avec M, et chatter avec M, donc qui sera une intelligence artificielle. Pour l'instant c'est un mix d'intelligence artificielle et d'employés Facebook qui répondent, mais en tous les cas c'est un assistant qui vous répond et qui peut vous dire si vous voulez commander un taxi, enfin qui peut commander un taxi pour vous. Comme claque des doigts, même système de service, de conciergerie, qui fait que je peux simplement par message être en relation avec vous. Et puis surtout, ils en ont fait un business. Et c'est le sujet sur lequel moi, je vais plus insister, c'est de se dire comment les marques, comme les entreprises peuvent utiliser ça et en quoi ça change leur communication, parce que c'est mon métier, de voir un petit peu comment on peut communiquer avec ses clients via les réseaux sociaux et via le digital. Donc la grosse révolution de Facebook, de Business for Messenger, c'est les chatbots. Donc on en a beaucoup parlé. C'est la mise en place de bots, qui sont des robots, pour faire simple, qui vont permettre, dans la messagerie Messenger, de pouvoir simplifier les échanges. Donc, c'est une interaction qui est permise maintenant entre les marques et entre les internautes. C'est une interaction à base d'intelligence artificielle, à base de machine learning, c'est-à-dire qu'elle apprend au fur et à mesure aussi. Elle rentre dans une base de données, elle apprend. Là encore, s'il y a des gens qui le disent mieux que moi, je suis sûr. Techniquement, dites-le, pas de problème. Et ça permet donc de pouvoir être en relation directe, puisque les réseaux sociaux, et en particulier Facebook, c'est des lieux d'interaction, des lieux où les gens enfin voilà, c'est un lieu où les marques sont en relation avec leur public, et ça permet d'être en relation directe, et forcément, face à la masse des internautes et à la masse des clients qui passent par les réseaux sociaux, on rentre dans une logique de productivité, de rapidité, d'efficacité et évidemment de spontanéité. Voilà, donc c'est ça, l'instantanéité, la réactivité, la personnalisation. Donc aujourd'hui, comme Facebook devient un lieu, un point de convergence de la relation client, un point de convergence de l'ensemble des parties prenantes, soit on augmente le nombre de personnes qui répondent à ça, et c'est pas forcément possible, soit on les dote, on les complète, on les aide avec le développement de chatbots. Et tout le débat il est un peu là, mais qui est un débat aussi plus global au niveau de la société, c'est qu'il y a des boulots, il y a des jobs, et qui de moins en moins vont être faits par des humains. Et la question centrale, c'est de se dire comment est-ce que finalement on arrive à augmenter et à répondre à cette demande de spontanéité, on veut tout savoir, tout en étant aidé par des formules techniques, une intelligence artificielle et des bots, contre lesquels de toute façon je pense qu'on va avoir du mal à lutter puisque c'est déjà quand même en place. Voilà, ce que veut faire Zuckerberg, c'est ça, c'est faire qu'on puisse avec une entreprise dialoguer aussi simplement qu'avec un ami, et ils y arrivent très bien. Je travaille pour des clients nationaux, voilà, on est en relation directe avec les clients des clients, justement pour cette notion de relation client, de service, voire même de questions directes au niveau de l'entreprise. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe actuellement, qu'est-ce qui existe? Alors quelques usages. Donc quelle que soit l'application conversationnelle qui existe, que ce soit WeChat, WhatsApp, Facebook Messenger, peu importe, elle
elles se transforment toutes en plateforme de service. Et les centrales, c'est tout le temps la même chose, c'est qu'on devient une plateforme de service. Et ça permet de rentrer pour les marques dans des manières de communiquer avec leurs clients de façon beaucoup plus personnalisée, d'avoir un relationnel client qui est vraiment amélioré, puisqu'on est dans l'immédiateté, puisqu'on est dans la personnalisation, puisqu'on est vraiment au point de croix. Et aussi, et c'est là où il y a toute une contradiction, de renforcer l'humanisation, parce que quelque part, les clients cherchent à rentrer avec les marques dans une forme d'humanisation, bien qu'on puisse se servir de technologie pour faire ça. Alors le premier à avoir fait ça, c'est Walmart. Il l'a fait, lui, sur SMS. Donc Walmart, c'est un équivalent de Carrefour aux États-Unis. Donc c'est une marque de distributeur. Donc là, le principe, c'était de pouvoir se diriger dans les magasins aux États-Unis. C'était quand on était perdu, on pouvait être dirigé par SMS à gauche, à droite, derrière la lessive, pour pouvoir simplement trouver son rayon. Voilà. Service inimaginable, mais bon, a priori, il y avait des demandeurs. Alors là, on va mettre une petite vidéo. Ça, c'est Val Thorens, c'est l'Office du tourisme, je crois. Enfin, en tout cas, c'est Val Thorens, je sais pas si c'est l'Office du tourisme, qui a lancé un bot sur Messenger. La vidéo le dira mieux. Donc c'est très récent. On peut parler et on vous répond. Donc ça peut être valable sur plein de marques. Hein. On a les fameuses FAQ. Hein. Les FAQ, c'est quand même les questions les plus posées. On a ces questions les plus posées. Effectivement, on pourrait arriver à améliorer la relation avec ses clients, améliorer la relation, améliorer l'image de marque en les distribuant d'une façon plus personnalisée, plus précise, plus pointue, que de simplement dire bah, allez, trouve la réponse là. C'est assez accessible. Après, il y a d'autres systèmes dans lesquels ça existe. Libération s'est servi de WhatsApp pour faire du live, voilà, dans les élections régionales. Donc ça, c'est une autre façon aussi d'être en lien avec ses clients, d'une certaine manière. Donc c'est créer de l'information en live. Et CNN fait ça aussi plutôt pas mal. Enfin, pas mal, ouais, ça se discute en fait. Mais fait ça, avec un bot qui est assez intelligent, qui fait que vous lui posez une question, donc là, je sais pas, c'est chez moi. Je ne sais plus ce que j'ai pu lui dire, ou peut-être que je lui ai rien dit, mais il me propose une information qui était sur le page de Digitaire. Donc soit vous pouvez lire l'histoire, aller vers le site, soit vous pouvez en avoir un sommaire, soit vous pouvez directement poser une question à CNN, et de fil en aiguille, vous trouvez en fait l'information qui vous intéresse le plus. Donc ça marche évidemment par arborescence pour trouver quelle est l'information, le contenu le plus précis, le plus adapté à ce que vous recherchez. La SNCF en a pas mal parlé aussi. Donc la SNCF, leur gros challenge de communication, c'est d'améliorer leur relation client. Donc ils sont à fond sur plein d'innovations. Ils ont été aussi très rapides pour aller sur Messenger. Et aujourd'hui, vous pouvez directement sur Messenger commander vos billets, suivre votre commande et être en relation directe avec vos conseillers. Donc, toujours dans les notions de relation client de façon assez forte. Mais ça correspond à beaucoup de problématiques de marque aussi. Voilà, et d'une façon un peu plus communicante, storytellée, c'est Clarks, donc c'est la marque de chaussures anglaise, qui a fait un documentaire interactif où en fait ils ont créé des personnages de leur histoire, où on pouvait être en relation avec ces personnages et suivre l'histoire de Clarks à travers ces personnages, à travers un dialogue entre les utilisateurs et ces personnages historiques. Donc il y a plein de manières de le faire, plein de façons d'utiliser ces outils dans une dimension de communication pour le sens large. Voilà, je suis presque fini. Juste une chose, c'est que les bots, c'est bien, c'est super, c'est pratique, mais je pense qu'il faut plus les voir, pour moi c'est un peu les Pokémon, c'est-à-dire qu'il y a un peu les dresseurs, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit un aide, quelque chose qui permette d'aider, c'est pas une technologie en soi, c'est pas fini, machin, le truc qui fonctionne pour toujours. Ce qu'a fait par exemple Sephora sur une autre messagerie qui s'appelle Kik, je crois,
c'est pas terrible. CNN non plus, c'est pas terrible pour certains points, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le bot, bah, ça reste qu'une machine, et elle ne sait pas dire à quel moment l'utilisateur en face il en aura le bot. Donc c'est là où il faut être suffisamment intelligent pour arriver à se servir de la technologie, mais pas comme passant avant l'humain, mais comme étant une aide à l'humain. Donc c'est là où il faut inventer une forme de mixité pour faire que ce soit un soutien, pour faire que ce soit un outil en plus, mais que ce ne soit pas une fin en soi. En tout cas, c'est une opportunité pour les marques, parce qu'aujourd'hui, les marques doivent gérer une relation complètement instantanée dans la relation, dans le relationnel. Aujourd'hui, par email, avoir 24 heures de réponse, c'est 24 heures comme délai acceptable de réponse, c'est acceptable. Sur Facebook, 4 heures, ça devient long. 2 heures sur Twitter, c'est carrément long. Donc on est dans cette instantanéité, on est dans cette relation-là. Aujourd'hui, toutes les marques doivent répondre à ces besoins-là. L'instantanéité, elle est même fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on est presque dans la téléportation quand on est sur du live avec Facebook Live ou avec Periscope. On est aussi dans... Les fonctionnalités font qu'on est vraiment dans cette instantanéité. Et puis enfin, de communication, vous avez tous suivi sur Twitter ce qu'on appelle le real-time marketing, qui fait que les marques se communiquent en direct sur des sujets qui ne proviennent pas d'elles et s'approprient des hashtags, des trending topics, des sujets qui buzzent un petit peu et sur lesquels ils doivent aussi émerger et faire en sorte d'être visibles. Voilà, donc ça peut aller, il faut faire attention aux bots qui peuvent aller à l'encontre de ce désir d'humanisation et au global, l'idée c'est quand même de se dire que le rôle de tout ça, c'est de bien penser une stratégie éditoriale, bien penser à ce qu'on veut le dire, comment on veut le dire, et donc de façon à faire que cette stratégie éditoriale amène du service, amène du dialogue, parce que c'est ce que les parties prenantes recherchent aujourd'hui, bien savoir gérer l'instantanéité pour être de plus en plus en réactivité, de plus en plus en interaction, ça on ne pourra pas aller à l'encontre. Et finalement arriver à produire des contenus qui soient les plus engageants possibles et qui puissent permettre donc de créer de l'interaction avec ces publics. Voilà, j'ai fini. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions tout de suite. Ah, il y a une question. Et puis après, je propose de prendre une question et puis on échangera après par la suite. J'ai une question, est-ce que c'est les plateformes qui balancent les librairies de traitement automatique du langage ou c'est des technos développés par les marques? Alors, quelqu'un, on dans le technique, quelqu'un veut répondre? Oui, je peux répondre. En fait, tu as de plus en plus de kits qui sont fournis, qui vont être sur différentes plateformes. Donc, typiquement, ce que Anthony nous présentait, l'initiative de Microsoft à la conférence Build, c'était typiquement d'offrir un kit qui permettent de créer un bot qui fonctionne aussi bien sur Slack que sur Messenger que sur d'autres. Donc il y a de toute façon dans l'écosystème des bots de plus en plus de fournisseurs d'outils qui vont donc typiquement te fournir de la compréhension du langage naturel, de la génération du langage naturel, de telle manière à ce que la création d'un bot devienne la plus simple possible. On en est encore au début, hein, c'est un peu balbutiant, mais c'est clair que dans ce domaine-là, tout ce qui va être framework, finalement, les mêmes types de framework qu'on peut connaître sur d'autres technos web, ben là forcément c'est des choses qu'on voit également beaucoup bouger. Mais l'idée étant quand même d'être dans la personnalisation, à un moment donné, on peut réutiliser des éléments existants, et puis il va y avoir une espèce d'Apple Store, quoi, des bots, quoi. Facebook Store, et pouvoir le personnaliser pour notamment l'interfacer avec le CRM. Quoi. Principalement, ça va être ça. Voilà. Des questions? Non? Eh ben, je vous propose, merci beaucoup Robin, je vous propose de passer à la dernière présentation, la mienne, et puis du coup de regarder un peu de démo, puisque vous avez eu beaucoup d'infos. Là, le but c'est de vous montrer notre bot, MailClark. Un très rapide mot sur nous. Donc on fait partie donc, de ces nouvelles entreprises qui travaillent à 100% sur des plateformes de bots. Pour le moment, on travaille exclusivement avec Slack, mais on a effectivement dans le projet dans le futur de travailler sur d'autres plateformes. Et donc notre bot, lui, n'est pas un chatbot. Son but, c'est de faire le lien entre Slack ou un système de messaging et l'email, qui reste, on peut en fait simplement résumer ça, faire le lien entre la communication interne, puisque
que ce soit Slack ou que ce soit ces différents concurrents, font très bien le job de réunir une équipe en interne. Par contre, pour l'externe, on le voit bien, l'email est loin de mourir, ça reste finalement le standard universel. Et donc le but, c'est de faire communiquer un peu tout ça. Donc je vais passer derrière le pupitre pour vous en faire la démonstration. Avec mes acolytes dans la pièce, vous allez le voir. Alors, nous voilà donc dans un Slack de démo. Alors, premier cas, on a créé donc un channel pour discuter. Donc là, il faut que vous imaginiez qu'on est une agence de création de chapeaux. C'est pas très courant, je vous le concède. Et donc là, on a une cliente qui s'appelle Elisabeth. Et donc, on était en train de se dire cet après-midi, mais c'est super, on a ce channel pour discuter du nouveau chapeau d'Elisabeth, mais Elisabeth, elle adore Gmail, elle fait tout par Gmail. Jamais on va réussir à l'avoir dans Slack. C'est pour ça qu'on a besoin de notre cher MailClark. Donc un bot, ce qu'il faut bien voir, c'est que ça se comporte, ça se présente plus exactement comme un utilisateur. Donc là, vous voyez, je commence à faire un hat. Je ne sais pas si tout le monde voit, c'est en bas de l'écran. N'hésitez pas à venir devant si vous voyez pas bien. Et donc là, ça me propose la liste des personnes présentes. Donc on voit Gilles, Julien, Anthony, tout ça, ce sont mes associés. Mais il y a également MailClark, qui se présente finalement sous la forme d'une personne, alors que c'est un bot. Et je vais lui demander à ce cher MailClark d'inviter donc Elisabeth Winsord, qui donc fonctionne, comme je vous le disais, par email. Voilà. Il est très rapide. Qu'est-ce qu'il me dit là? Il me dit que désormais, tout message posté dans ce channel sera directement envoyé par email à Elisabeth Winsord. Pour éviter de la spammer, il est sympa, il me donne 2 minutes, le temps que je finisse de se taper ce que je suis en train de lui dire. Donc on va commencer. Alors Elisabeth, elle est bien, elle parle un peu français, donc on va lui dire bonjour. Liz, voici un projet de chapeau absolument fantastique. Et donc ce qui est intéressant, c'est que dans mon Slack, forcément, j'ai tous mes fichiers. Et donc assez facilement, je vais pouvoir récupérer le fichier qu'on avait donc créé par ailleurs dans un channel de design. Voilà, il est beau. Je partage, c'est super. Donc là, à partir de là, je risque d'avoir mes acolytes dans la salle qui sont présents, puisque exactement, il est parfait pour partir en vacances. Je suis d'accord, Julien, il se cache derrière. Voilà, tout le monde adore. Et pendant ce temps-là, MailClark fait son boulot. Donc vous voyez qu'il envoie des emails à Elisabeth Winsord. Donc on va passer dans le Gmail d'Elisabeth Winsord, qui est un magnifique Gmail rose. Je vous le recommande, hein, c'est un thème délicieux. Ça reste de l'email évidemment et ça reste une démo, donc il y a toujours un petit temps de latence. Ça serait pas drôle. Ah, c'est le moment où je dois faire un numéro de claquette. Non, je vais en profiter pour revenir dans Slack, vous montrer qu'on a différentes commandes. Donc là, vous voyez qu'à chaque fois que MailClark envoie un email, eh ben, il nous dit qu'il le fait. C'est bien, ça nous permet de nous rendre compte qu'il y a des messages qui partent. Au bout d'un moment, c'est un peu pénible. Donc on peut lui demander à ce cher MailClark de se taire. Voilà. Il le prend pas mal, il est sympa. Ah, non. Vous voyez, alors ça c'est intéressant. Ça vous montre justement qu'un bot, ça reste un bot et que sa compréhension du langage n'est pas toujours parfaite. Et là, je pense tout simplement qu'il fallait que je dise shut up en un seul mot. Voilà. Bon. Donc à partir de ce moment-là, il va arrêter de me notifier à chaque fois qu'il envoie un mail. Il va simplement me rajouter un petit emoji email pour me dire ce qu'il a envoyé. Pendant ce temps-là, nos emails sont en train de traverser la planète jusqu'au voilà, Gmail d'Elisabeth. Qui donc, pour elle, c'est parfait. Elle reçoit des emails, tout ce qu'il y a de plus classique. Elle voit son chapeau, c'est arrivé comme une pièce jointe. Et puis, oh là là, c'est génial. Et puis du coup, sans avoir à aller dans Slack, sans même avoir à comprendre ce qu'est Slack, elle peut du coup répondre et dire « me gusta ». Voilà. Pendant ce temps-là, MailClark reçoit l'email et fait son boulot. Ah là, il est plus rapide pour le coup. Et voilà, l'email qui tombe. Donc là, vous voyez comment on peut créer un groupe de travail. Donc on a eu un petit peu ce cas précédemment
comme l'a présenté Samy, avec des clients qui ne vont pas forcément vouloir aller dans Slack, et donc là on peut facilement faire le lien entre ces différentes personnes. Je vais vous montrer une autre fonctionnalité. Pour cette autre fonctionnalité, j'ai besoin de vous, donc j'ai besoin de toutes les personnes qui ont un smartphone dans cette pièce. Vous avez ici sur le poteau le mot de passe du Wi-Fi si vous n'avez pas de données. Et donc ce qu'on va imaginer là, c'est plutôt une adresse de contact. Donc c'est l'adresse de contact que vous devez avoir sur votre site web, typiquement contact @ support @ jobs @ sales @ qui peuvent être intéressantes de le gérer collectivement. C'est-à-dire que plutôt que ça tombe dans une boîte commune ou que ça soit géré par une personne, et on peut très bien imaginer que ces demandes, elles tombent dans Slack. Alors c'est parti. Je vais créer un channel. J'appelle contact, j'appelle donc notre ami Mail-Clark. Et donc Gilles et Julien qui se cachent dans la salle. Voilà. Mail-Clark c'est un mec sympa, quand on l'invite il se présente. Salut Mail-Clark. Et donc je vais lui demander, comme il me le propose ici, d'ouvrir le channel. C'est à partir de ce moment-là qu'il va falloir vous tenir prêt, puisque Mail-Clark, il me fournit l'adresse email. Je ne sais pas si vous la voyez, on va grossir tout ça. Alors évidemment, j'aurai la possibilité, on ne va pas le faire maintenant, d'utiliser une adresse qui me soit plus proche. Là, c'est l'adresse de base, donc je vous la donne. Contact @ mcdemo en un seul mot, .mailclark.ai. Le premier qui envoie un email gagne une bière gratuite. Pour les autres, ça sera 10 €. Non. Allez-y, allez-y. Ah, ça y est, je sens qu'il y a des emails qui sont déjà partis. Ah là 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 là, bravo Samy, tu viens de gagner une bière. Je suis une fougère, c'est assez intéressant. Ah, ça y est, ça tombe, ça tombe. Ah oui, bien sûr, j'oublie d'ouvrir. Ah bah tiens, c'est un bon exemple. C'est que là, on risque d'avoir beaucoup d'emails qui vont tomber. Donc, je vais utiliser un mode qui est le mode front, qui permet à l'image d'un helpdesk de créer un channel par email qui tombe. Alors, du coup, j'attends que d'autres emails tombent, ça va pas tarder. Je ne devrais pas dire ça, du coup ça tarde. Voilà, parfait. Donc ça c'est bien, j'ai pas fait exprès, mais ça vous montre la différence. C'est-à-dire que dans le mode simple, c'est un petit peu ce qu'expliquait Antoine plus tôt, tout tombe dans le même channel Slack, et donc quand vous avez beaucoup de demandes, ça peut rapidement être un peu le bazar. Tandis que là, dès que vous passez en mode front, ce qui est intéressant, c'est que ça va vous créer un channel dédié. Donc là, on a Mathieu Barros qui nous a écrit, c'est sympa, merci. Et donc, on va aller voir ce qui se passe. L'intérêt de faire donc, ce qu'on appelle du Team Inbox dans Slack, c'est que vous pouvez collaborer autour de la réponse. Donc là, on voit que Gilles, non content de m'avoir soufflé que je n'étais pas en mode front, nous indique qu'il est en train de répondre à Mathieu. Qu'est-ce que tu lui réponds? Ça, c'est vrai. Tu lui réponds que c'est un client génial. Voilà. Donc là, ça permet, typiquement, quand vous traitez vos demandes de support, vos demandes de lead, etc., d'avoir une discussion autour de la réponse. Donc là, je pense que Gilles est en train sur son téléphone. Donc là, il indique qu'il commence la rédaction d'un email. Voilà. Donc ça marche même sur un smartphone. Je ne sais pas où il met le pouce et il tape le plus vite qu'il peut. Vous êtes génial. Donc là, ça permet, l'intérêt aussi, c'est que tout ça est donc en real time, c'est-à-dire que potentiellement, je pourrais me rendre compte que la réponse ne me va pas. Là, je la trouve super. Et donc, Mail-Clark m'indique qu'il va envoyer cet email dans 2 minutes. Ça me permet du coup d'aller vérifier que l'email est bon. Ouais, c'est parfait, j'adore. Voilà, et donc je peux même du coup lui dire d'envoyer maintenant. Et donc, Mathieu, vous allez donc recevoir une réponse à votre demande. Donc voilà un rapide exemple. On voit aussi que Gilles avait demandé au début à Mail-Clark de flaguer la conversation. Si je reviens du coup à ma channel contact, eh bien ici on voit que, oh là là, c'est bien tombé depuis. Ça c'est le flag donc qu'avait ajouté Gilles, qui permet du coup là d'imaginer un workflow, c'est-à-dire que si jamais vous avez une demande importante, vous pouvez flaguer avec warning.
Par défaut, MailClark va vous indiquer comme new donc les conversations auxquelles vous n'avez pas répondu. Et donc voilà un exemple de bot qui peut vous permettre du coup de faire le lien entre différents systèmes, dans notre cas c'est entre l'email et Slack. Voilà, je crois qu'on en est arrivé au bout et ce bon MailClark, non content de s'occuper de vos emails, vous offre un verre. Donc je vous propose de passer derrière, voilà, pour le pot de l'amitié. Et évidemment, c'est aussi l'occasion de discuter avec les différents intervenants si vous avez d'autres questions. En attendant, je vous remercie d'être venus à ce meet-up. J'espère que les différentes interventions vous ont plu. Et puis, je vous dis à une prochaine fois.